Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Magatte Wade, maire de Mékhé, la capitale de l'artisanat au Sénégal, une ville située à plus de 130 km de Dakar. Il est aussi l'auteur de La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté aux éditions L'Harmattan. Il est avec moi pour pouvoir raconter sa ville et nous raconter son expérience en tant que maire. Bonjour. Bonjour Hichem. D'abord, c'est vraiment votre expérience, c'est-à-dire que vous avez passé un long moment à l'étranger avant de revenir faire le choix, après avoir terminé vos fonctions, notamment à la Banque africaine de développement, en tant que responsable, les dernières années, responsable du service communication. Vous avez fait le choix de faire un retour et de vous présenter pour être élu maire de Mékhé. Oui. D'abord, racontez-nous ce choix. Comment vous avez du global au local? Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai passé 33 ans à l'étranger. J'ai fait de la recherche et de la formation pendant 10 ans. Et j'ai été au sein de la Banque africaine de développement 23 ans, au cours desquels j'ai été consultant. J'ai été secrétaire général de l'Association des institutions africaines de financement du développement au sein de la BAD, avant d'entrer comme professionnel au sein de la banque, où j'ai été au service de la communication que j'ai fini par diriger les dernières années. J'ai décidé, évidemment, en 2014, de quitter librement la banque parce que je pensais que je devais apporter quelque chose à ma ville parce que de l'université, je suis directement sorti pour servir à l'étranger et il me devait de rendre quelque chose à ma communauté et j'avais le sentiment du devoir de retourner et de servir. Et j'avais demandé à participer en quittant la banque, ce qui m'a été accordé et je suis parti servir. Mais je ne savais pas que j'allais être maire. Donc je suis parti pour me présenter comme maire. Et je suis rentré le 28 mars 2014 et le 29 juin 2014, j'ai été élu maire de la commune de Mékhé. Alors non seulement vous êtes aujourd'hui maire, vous avez passé une dizaine d'années, vous êtes encore dans un autre mandat pour réélu, pour continuer à être le maire. Donc peut-être deux mots sur la capitale de l'artisanat, sa carte d'identité un peu pour... Ah oui, j'ai été maire en 2014. Et j'ai réalisé là, un bon nombre de projets que j'avais présentés aux populations sur ma feuille de route. Et en 2022, j'ai été reconduit en remportant évidemment tous les bureaux de vote parce que j'avais la confiance renouvelée des populations. Alors 30 000 habitants. 30 000 habitants sur 5 km² et c'est pourquoi l'un de nos combats restants est d'étendre le périmètre communal pour permettre d'avoir une densité beaucoup plus gérable. Parce que 30 000 habitants, le Sénégal déjà même en 1972 était autour de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 18 000. Et il est prévu, selon les données de l'ANSD, que d'ici 2050, nous serons à peu près 40 millions d'habitants. Et aujourd'hui, Ngaye Mékhé, qui est la capitale de l'artisanat, en 1960, on était une capitale du bassin arachidier. Et évidemment, comment est-on devenu capitale de l'artisanat du Sénégal? Parce que Ngaye était la capitale naturelle, économique du royaume du Cayor. Et à la dislocation du royaume en 1886, les artisans ont rué vers la capitale économique, ce qui est tout à fait normal. Et de ce fait, Ngaye est devenu un pôle d'attraction économique où les artisans se sont regroupés et au fil du temps, nous sommes devenus une capitale artisanale. Oui, peut-être une idée sur la sociologie de cette population de 30 000 habitants. D'abord, combien de métiers? Comment vous m'aviez dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Non, pardon, c'est plutôt évidemment, qu'il y a c'est pas faux. Une proportion. C'est pas faux, il y a une forte proportion, même si les données statistiques du Sénégal donnent 50-50 les hommes et les femmes. À Mékhé, je pense que nous sommes encore beaucoup plus nombreux au niveau des femmes. Et il faut considérer la jeunesse également de la population.
Aujourd'hui, au Sénégal, près de 75% de la population a moins de 35 ans et, disons, 40% de la population a moins de 15 ans. Donc, vous voyez que c'est une population relativement très jeune. Et Ngaye Mékhé, évidemment, qui était une ville carrefour, c'est une ville géostratégique qui est à 22 km de l'océan Atlantique, au beau milieu de l'axe Dakar-Saint-Louis, à 100 km de la capitale du mouridisme Touba, qui est la capitale économique du Sénégal, forcément. Donc Mékhé est une plaque tournante économique. Et l'artisanat, évidemment, il y a tous les métiers. L'artisanat, globalement, englobe plus de 260 métiers. Mais à Mékhé, nous sommes connus par notre label qui est Ngaye. Parce que Mékhé, c'est Ngaye Mékhé, c'est Mékhé, c'est Ngaye. Et quand vous entendez tous ces noms, c'est la même ville. Et nous avons donc les chaussures de Ngaye Mékhé, bien sûr. Donc nous avons les paniers de Ngaye Mékhé. Nous avons la broderie de Ngaye Mékhé que Chanel connaît très bien parce que nous sommes exposés à la galerie M19 à Paris où il y a la broderie de Ngaye. Donc aujourd'hui, nous avons une tannerie végétale parce que nous travaillons également vers une cordonnerie beaucoup plus écologique et nous attendons quand même des investissements assez importants pour pouvoir faire des productions en série et répondre à une forte demande du marché et ne plus se cantonner sur une production artisanale. Avant d'aborder cet aspect de la modernisation, d'abord, comment vous avez réussi à d'abord lancer les chantiers et quelles sont les difficultés? Parce que l'adaptation n'a pas été facile. Oui, il y en a plein. Le premier coup d'abord, vous savez, le Sénégal, et je le dis toujours, le Sénégal continue à exporter les peaux brutes. Et les peaux brutes sont destinées en majorité à la consommation dans des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, etc. Et ça impacte négativement sur la production de la cordonnerie. Et nous recevons des déchets en fait de cuir qui viennent d'Italie et du Portugal. Ce qu'il faut, c'est d'abord, il faut réguler le secteur en interdisant l'exportation des peaux brutes, en investissant dans des tanneries, évidemment, des tanneries beaucoup plus écologiques, comme toutes les grandes marques ont leurs tanneries, en investissant dans ces tanneries, mais aussi, il faudrait qu'il y ait des investissements assez importants, que ça puisse être en PPP, ou que l'État vienne en aide, ou que les coopératives se créent, et il faudrait encadrer le secteur, parce que c'est un secteur qui est porteur de croissance, qui est porteur d'emploi. Est-ce qu'il y a une conscience de cet enjeu? Ah oui, il y a une conscience. La seule cordonnerie, par exemple, qui est le fondement de l'artisanat à Ngaye Mékhé, parce qu'il y a la broderie, il y a la tannerie, il y a la vannerie, mais il y a la cordonnerie. Il y a 250 à peu près ateliers de cordonnerie. Mais ces 250 ateliers de cordonnerie génèrent globalement plus de 10 millions de dollars par an. Si nous restructurons le secteur, si nous faisons des investissements importants, si nous faisons un encadrement avec un renforcement de capacité, etc., nous pouvons en faire véritablement un levier de la croissance. Pourquoi vous utilisez si? Parce que évidemment, si, parce que il faut une volonté politique d'abord, mais nous faisons... Qui n'existe pas aujourd'hui. Il existe la prise de conscience, mais pas la volonté d'action. Parce que c'est important. Prendre conscience des enjeux et agir, c'est deux choses différentes. Et nous espérons que dans la prise en compte du secteur par le nouveau gouvernement, nous allons faire un grand bond en avant. Bien sûr, il y a eu quelque chose qui a été fait, mais ce n'est pas suffisant pour encadrer le secteur, pour en faire un levier de croissance véritable. Pour avoir une idée sur la raison économique, c'est que les données économiques sur cette production, c'est un savoir-faire important. Est-ce que vous avez en contrepartie l'argent mérité? Oui, vous savez, on est en train de construire à Ngaye Mékhé un centre de formation au métier peaux et cuir, qui sera financé par le gouvernement sénégalais et la Banque africaine de développement pour près de 2 millions de dollars à peu près. Nous avons un centre d'exposition artisanale, nous avons une tannerie végétale, nous sommes en train de lancer une cordonnerie, nous avons les ateliers classiques et il faut maintenant, le Sénégal a besoin d'avoir une tannerie de taille, une bonne tannerie, et nous avons suffisamment de peau avec le Magal de Touba, les cérémonies religieuses, les Gamou de Tiawan. Le Sénégal a suffisamment de peau. Et les peaux des bêtes du Sénégal font partie des meilleures dans le monde. Et il faudrait capitaliser, investir, encadrer ce secteur et ne plus laisser ces peaux être exportées, ne plus laisser ces peaux jetées dans les caniveaux. Et il faudrait que l'État fasse autorité.
pour nous accompagner. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous permet de moderniser la ville et surtout de vous donner les moyens qui sont assez faibles quand même? Oui, les moyens sont assez faibles. C'est tout simplement de mettre un cadre incitatif à l'investissement d'abord. Et ce n'est pas dit que l'investissement doit toujours venir de l'extérieur. Il faudrait, par exemple, que l'État décide tout simplement, au niveau de la commande publique, que tous les enfants du primaire portent des chaussures de Ngaye Mékhé. Ça fera plus de 5 millions de paires de chaussures. Et c'est énorme comme investissement. Chaque année, chaque enfant, en allant à l'ouverture des classes, porte une nouvelle paire de chaussures. Ces paires, la société Bata qui faisait ces chaussures est fermée. Ces paires sont importées la plupart du Maroc, de la Chine, etc. Et la Chine nous pose beaucoup de problèmes de façon inconsidérée. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est d'abord qu'il y ait une mainmise de l'État, qu'il y ait pas une protection véritablement exacerbée, mais disons, même les États-Unis ou la France, ils protègent leurs agriculteurs, il y a les subventions, etc. Est-ce que le label existe? Ah oui, il y a le label Ngaye, c'est connu dans le monde. Oui. Si vous allez au printemps, si vous allez à Auchan, vous avez le label Panier Ngaye, Dallo Ngaye, si vous allez à M19, Serou Ngaye. Et aujourd'hui, il faut que l'État prenne ses responsabilités en disant... L'État a accordé une partie de la commande publique à l'artisanat local. Mais l'État peut dire, écoutez, à la rentrée des classes, chaque enfant devrait porter une chaussure. Durant les fêtes, une chaussure de Ngaye ou une chaussure sénégalaise. Parce qu'aujourd'hui, le label Ngaye, la chaussure Ngaye, n'est plus seulement la chaussure qui est faite en Ngaye, mais c'est le Made in Sénégal. Et nous devons apprendre à consommer nos propres produits. Que les ministres également puissent avoir des sacs fabriqués en Ngaye Mékhé, des ceintures de Ngaye Mékhé, des chaussures de Ngaye Mékhé. Cette volonté politique, cette volonté d'un État fort qui s'affirme, cette volonté d'appuyer le secteur privé, il ne peut y avoir de croissance qu'à travers le secteur privé qui est véritablement le vrai moteur de la croissance. Donc aujourd'hui, nous discutons avec le gouvernement pour avoir une tannerie qui puisse prendre les peaux, les transformer, qu'on arrête de dépendre des chutes de cuir qui viennent d'Italie, qu'on arrête d'exporter nos peaux brutes, qu'on puisse raffiner nos cuirs, faire des chaussures en cuir et positionner véritablement le label Made in Sénégal. Vous avez dit, vous avez beaucoup de jeunes, vous avez des femmes. Ah oui. Comment l'articulation se fait entre le national et le local? Quelles sont les faiblesses? Puisque vous nous dites, il y a des structures qui manquent et la volonté politique, certes, elle est en parole, elle existe, mais les moyens... Les moyens d'action, il y a les leviers. Évidemment, il faudrait... Le Sénégal veut positionner le label Made in Sénégal. Nous on n'a aucun problème sur ça. Parce que Mékhé, c'est le Sénégal aussi. Mais ce qu'on veut, c'est simplement utiliser ces jeunes. Il n'y a que l'artisanat qui peut fournir de l'emploi. Et aujourd'hui, le Sénégal n'a aucun moyen de fournir de l'emploi aux jeunes. Et les jeunes, c'est cet emploi qu'ils attendent. Et pour le faire, il faudrait qu'il y ait des investissements assez importants dans le secteur artisanal et que ces jeunes puissent accompagner. Et parfois, il y a des structures un peu décentralisées, l'ADER, le FONGIP, les 3FPT, etc. Mais je crois qu'il faudrait centraliser tout cela, avoir des ressources assez conséquentes pour encadrer les jeunes de façon sectorielle, faire des centres de formation, de renforcement des capacités, les mettre dans des secteurs également, que ce soit l'artisanat, que ce soit, en fait, quand je dis l'artisanat, la cordonnerie, la vannerie, la boulangerie, la restauration, etc. Aujourd'hui, il y a, je pense qu'il est lié de faire l'état des lieux du secteur. Et voir maintenant, quand vous avez 75% de la population ayant moins de 35 ans, et dont la plupart sont des diplômés d'enseignement supérieur, ça pose un véritable problème. C'est que vous êtes un financier, vous venez de la BAD. Est-ce que les bailleurs de fonds, aujourd'hui, comprennent vos projets, vos chantiers? Est-ce qu'ils s'impliquent avec vous? Ah oui, je vous ai dit que le centre de formation au métier posé cuir, c'est financé par la Banque africaine de développement et l'État du Sénégal. Donc c'est un enjeu important. L'ITA, le renforcement de l'ITA, c'est la BAD. Bon, et bien d'autres secteurs encore. Donc ils comprennent. Mais vous savez qu'une commune ne discute pas directement avec le bailleur de fonds. C'est à travers le gouvernement, le ministère. Il faudrait que les ministères également soient moins centralisés dans leur action,
et puisse donner un peu aux communes, aux collectivités territoriales, des possibilités de négocier et d'aller de l'avant. Et ça commence à venir avec les zones industrielles, avec les pôles de développement qui seront des pôles sectoriels, et ça va permettre de véritablement booster la croissance. Mais, et ce qui pose problème véritablement, si nous voulons des industries dans le secteur du cuir ou de la vannerie, il faudrait également que les coûts des facteurs soient maîtrisés. Aujourd'hui, les taxes sont super élevées, la protection sociale des employés, c'est assez contraignant, l'électricité, ça coûte excessivement cher, l'eau également. Il faut qu'il y ait de la souveraineté dans l'énergie d'abord. Et j'ai toujours prêché le fait que le Sénégal devrait mettre à bonne fin son gaz et son pétrole pour investir dans le secteur de l'énergie pour que le pétrole, pour que l'électricité soit beaucoup moins chère. Votre capitale, c'est effectivement, vous avez dit, c'est la capitale de l'artisanat, mais aussi du savoir-faire. Est-ce que le savoir-faire aujourd'hui, vu l'éclatement du monde, est-ce qu'il est menacé ? Oui, il est menacé par la Chine principalement, il faut le dire, parce que les Chinois, ils copient même le label Ngaï et ils nous reviennent avec des chaussures qui portent notre label. Et ça, c'est très grave. Et en plus, je vous donne un exemple. Vous voyez, les Chinois, même ce qui se faisait traditionnellement, les perles, les chaussures de Mbegere, de Mbrigne, etc., ils prennent ces perles et ils font le design en plastique. Et quand vous venez, ils vous vendent toutes les composantes de la chaussure, par exemple, à 1 euro ou 2, et vous faites une chaussure que vous revendez à 5 euros, mais les Chinois, ils font la même chaussure qu'ils vendent à moins de 2 euros. Et donc, la chaussure qu'ils vous vendent coûte moins cher que les composantes qu'ils vous ont vendues pour fabriquer votre chaussure. Alors, il faut qu'on se réveille. Oui. On ne peut pas laisser la Chine prospérer de la sorte. Et nous sommes une petite commune, nous n'avons pas les moyens de contrecarrer, bien que j'ai souvent écrit aux ambassades, j'ai fait une protection du label à Mékhé, mais je crois que l'État devrait s'arrêter et faire face à cette difficulté et que les Chinois arrêtent de pirater nos produits. On ne dit pas que les Chinois n'ont pas un know-how, ils ont une tradition millénaire, c'est ça. Mais qu'ils s'arrêtent à leur culture millénaire et qu'ils nous laissent notre culture. Parce que si vous prenez des designs, même maintenant la broderie, les Chinois font des machines, ils viennent photocopier, ils mettent en 3D nos designs. Il y a des designs qu'ils n'ont pas, même s'ils ont une tradition millénaire. Parce qu'il y a des arbres qu'ils n'ont pas, il y a des pigeons qu'ils n'ont pas, et nous que nous avons. Et nous avons donc ça, nous, depuis aussi des centaines d'années. Et quand ils viennent, ils font des copies, ils font des machines, ils les font en programmation informatique. Et vous sortez, vous faites une broderie à la main, vous voyez un tissu chinois qui porte le même label. Ce n'est pas sérieux. Il faut que l'État nous aide à la protection. Donc il vous reste quelques années. Comment se projeter dans un avenir ? Vous avez une dizaine d'années à la tête de la mairie, vous avez réformé, mais quelles sont les difficultés majeures pour pouvoir aller plus loin et se défaire de ces contraintes ? Mais pousser ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, responsabiliser les communes et laisser faire. Quand vous construisez une salle de classe et que l'État central s'occupe de construire une salle de classe, il faut laisser à la mairie le soin quand même pour faire une salle de classe, ce n'est pas compliqué. Que les investissements soient beaucoup plus importants, que des plans de développement soient actés et que l'État accompagne les communes sur les plans de développement et qu'on puisse également accéder à l'emprunt. Comme ça permettra de mobiliser des ressources et d'aller en PPP pour faire les investissements structurels. Il nous reste 6 minutes, mais je ne peux pas ne pas évoquer votre expérience à la BAD, de la Banque africaine de développement, qui est la banque du savoir sur l'Afrique. Vous avez, et souvent, vous parlez de gouvernance, vous avez fait ce livre, mais on sent que la structure, il y a beaucoup d'inertie. Et elle est occupée par les grands projets. Est-ce qu'elle a une vue interne sur la réalité de ce qu'est le développement en Afrique ? Pas toujours. Ça, pas toujours, parce que moi, je peux le dire, parce que j'ai été en interne et en externe et sur le terrain. Pas toujours, nous avons une vision à partir de nos tours de verre.
Et ce qu'il faut retenir de la BAD, c'est que la BAD fait des ajustements, des réformes structurelles pour s'adapter à chaque temps. Donc, elle a cette capacité de résister au temps et de rester solide. Mais on ne peut pas faire des réformes structurelles tout le temps. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même mettre tout sur la table, casser la banque, réformer carrément. On a tellement réformé. À chaque décennie, ça réforme. Qu'est-ce qui pêche dans cette structure Mais pour que ça aille plus vite? La lourdeur bureaucratique, mais aussi le fait que la banque soit contrôlée par les États. C'est les États qui sont les patrons du patron. Et ça pose de la bureaucratie et parfois même ça pose des problèmes de gouvernance. Et tant que la banque restera sous l'aile du président qui est sous la coupole des ministres de l'économie et des finances ou du développement et des chefs d'État, il n'a aucune commande. Et les réformes aussi, les ajustements des réformes ne mènent à rien. Aujourd'hui, on connaît les véritables problèmes, il faut les poser, mais avec les Africains, qu'on arrête de penser et de faire admettre la philosophie aux Africains. Il faudrait repartir globalement de l'Afrique. Et évidemment, c'est la banque du savoir, mais on s'est toujours battu avec la Banque mondiale en disant mais les États africains se réfèrent beaucoup plus à la Banque mondiale. Oui, justement, qu'est-ce qui différencie, même si on sait de quoi il s'agit, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale? On a l'impression qu'ils marchent côte à côte et presque sur les mêmes pas. Bon, c'est des frères rivaux. C'est des frères rivaux, comme je peux dire, des sœurs rivaux. Mais ce n'est pas une erreur de stratégie et de vision programmatique? Non, parce qu'ils sont en compétition sur les ressources rares. Par exemple, la BAD pense que les États devraient beaucoup plus s'adresser à elle parce qu'elle est la banque africaine. La Banque mondiale, elle est mondiale. Si l'Afrique coule, ça ne l'empêchera pas de continuer à opérer. Mais si l'Afrique coule, la BAD n'opère plus. Et parfois, ils s'entendent sur des cofinancements, mais ils sont en compétition sur le leadership du financement de l'Afrique. Et je pense que les pays africains devraient de plus en plus renforcer la banque et aller avec la banque, écouter la banque. Mais est-ce que la banque s'est positionnée comme véritable leader pour que ces pays également ne la contournent pas? Pour celui qui connaît la BAD, elle a reproduit l'Afrique en miniature à l'intérieur de l'institution. Exactement. Mais avec ses défauts aussi. La BAD, et comme je le dis dans mon livre, c'est l'Afrique en miniature. Et avec tous les défauts de l'Afrique et tous les éléments bloquants. Et il faudrait que l'on désagrège un peu la banque, qu'on ait, par exemple, des banques, des fonds structurels ou des fonds sectoriels pour financer tel secteur, et qu'on implique davantage les think tanks, les Africains, etc., et qu'on se fixe des résultats dans le temps en disant, si sur 3 ans, on doit faire ça, sur l'électricité. On a tenté à plusieurs reprises, mais ça ne marche pas. Il y a une bureaucratie très lourde, et les batailles de positionnement, mais aussi les pays non africains, non régionaux, qui sont les pourvoyeurs de biens et de services, se positionnent. La banque ne finance pas dans ces pays, mais ces pays tiennent la barre parce qu'ils ont de l'influence. Ils ont de l'influence parce qu'ils influencent pour vendre leurs produits et ils tirent souvent plus que les pays qui sont bénéficiaires des investissements. Ce n'est pas juste. Dans un univers bouleversé géopolitiquement aujourd'hui, on voit l'émergence des BRICS. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à cette constellation d'institutions financières? Est-ce qu'il va y avoir une saine concurrence, quelque chose qui va en sortir? Bon, une saine concurrence, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le marché maintenant est très ouvert. Et les pays cherchent les financements. On a fait des cocktails, on a fait des pays à revenus intermédiaires. Maintenant, on ouvre de plus en plus, les pays s'endettent de plus en plus. Mais le problème de la BAD, ce n'est pas ça qui l'intéresse. La BAD, elle est une banque de développement, même si aujourd'hui, il n'y a pas de banque de développement parce que toutes les banques sont universelles. La mission de la BAD, c'est de développer l'Afrique, c'est d'éradiquer la pauvreté. Et ça, depuis sa création, c'était l'objectif. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'on vient, il faut éradiquer, alléger, contourner. Bon, on ne sait plus à quel sein se vouer. Et ce qu'il faut à la banque maintenant, je crois, c'est de prendre un secteur et d'attaquer le secteur carrément. Et bon, les ajustements, soutenir les pays, tout ça c'est bien. Mais je pense que la BAD a besoin d'être réformée radicalement, et que même les processus
d'élection des présidents où il faut qu'on repense carrément la banque. Et c'est ce que j'ai voulu dire, tout simplement de mon expérience vécue en interne et à des positions très stratégiques au sein de l'institution. J'ai remarqué qu'il faudrait donner à la BAD sa stature que lui avaient donné les pères fondateurs en 1960. C'est que du regard du maire que vous êtes, ça que vous avez, et vous regardez ce monde au-dessus de vous, dont la BAD, qu'est-ce qui, aujourd'hui, de quoi vous avez besoin, alors que certes, vous n'avez pas une adresse directe à cette institution, mais quels sont vos besoins à vous Oui, c'est qu'ils comprennent les problèmes de l'Afrique, surtout la pauvreté. C'est-à-dire la lecture, l'approche que nous avons de la pauvreté à la BAD ou à la Banque mondiale, ou même dans certaines structures, ne correspond pas à ce qui est sur le terrain. Il y a une pauvreté extrême. Et c'est vrai, le président Wade parlait de pauvreté en dollars et tout, les gens rigolaient, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense qu'il faut, c'est pourquoi je pense que la microfinance, c'est des ponctions. C'est des ponctions du parti de la pauvreté, mais véritablement pas des éléments pour éradiquer la pauvreté. Il faut investir dans l'industrie, investir dans l'agriculture, qu'on puisse manger suffisamment, qu'on puisse transformer nos produits, nos matières premières en semi-finis ou finis, et qu'on puisse créer de l'emploi. Et c'est ça qui va créer la richesse pour pousser la pauvreté. Je recommande particulièrement la lecture de votre livre, La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face aux pièges de la pauvreté. Ça permettra d'aller plus loin. Merci Magatte Wade d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci, merci. Au revoir. Merci.